Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ce soir au nom de l'IRIS pour cette visioconférence sur le sujet de la féminisation des armées organisée avec la mutuelle UNEO, que je remercie pour sa fidélité. Avant de céder la parole à l'ingénieur de l'armement Marc Leclerc, président d'UNEO, et à Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, j'aimerais avant tout remercier nos intervenantes de ce soir qui nous font le plaisir d'accepter cette invitation et bien évidemment également remercier les participants, le public qui a répondu très nombreux à notre appel. Donc, on est ravis de vous accueillir ce soir. Je précise également que donc, vous avez un chat à votre disposition et la possibilité de poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je trierai ces questions et je les adresserai dans une seconde partie aux intervenantes. Voilà, donc je vous cède la parole, Monsieur Leclerc, pour le mot d'introduction. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et tous. Et puis, moi aussi, je vous remercie d'être très nombreux et nombreuses avec nous ce soir. Alors, après deux conférences organisées en partenariat avec l'IRIS sur la condition militaire et puis plus largement la place que les militaires occupent dans notre société, eh bien, nous poursuivons ce soir cette réflexion commune que nous sommes ravis d'engager avec l'IRIS. Notre dernière conférence, elle était consacrée à la place des réservistes. Nous souhaitions aussi, depuis longtemps, parler de féminisation. Nous avons donc saisi l'occasion de ce 8 mars, journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale, pour organiser cette troisième édition de nos conférences débats. Alors, la féminisation des armées, c'est un sujet d'actualité en France, mais il ne se limite évidemment pas à l'Hexagone. En témoigne l'évolution du nombre de femmes militaires. Au début des années 2000, elles représentaient tout juste 10% des armées françaises. Aujourd'hui, elles en représentent déjà plus de 16%. Nous sommes ainsi la quatrième armée la plus féminisée au monde, après Israël, la Hongrie et puis les États-Unis. Alors le sujet, il a donc bien sûr été abordé aujourd'hui même par le porte-parole du ministère. Pour lui, il ne s'agit pas d'ailleurs de faire de la discrimination positive, mais il parle clairement de volontarisme. Eh bien, la volonté du ministère des Armées de porter ce sujet, elle semble très forte et elle se suit en initiative qui tente à se multiplier. L'appui à la création de l'association avec les femmes de la défense, du petit nom AF1D2 en 2016, le lancement du plan mixité en 2019, l'obtention du label égalité décerné au ministère par l'AFNOR en janvier 2020 sur un périmètre de 53 000 personnes, voilà, entre autres, et puis bien d'autres choses bien sûr. Alors, avant de donner la parole à nos intervenantes de ce soir, et puis de laisser à Gaspard le soin de vous les présenter, je voudrais moi aussi les remercier en votre nom, et puis au passage, remercier peut-être plus particulièrement l'association AF1D2 que je viens de citer, donc avec les femmes de la défense, et avec qui la mutuelle UNEO est très heureuse d'avoir tissé des liens solides. Deux des trois intervenantes de ce soir en sont d'ailleurs des membres. Je vous le disais, elle a été créée en 2016. AF1D2, ça forme un réseau d'environ 300 adhérentes et adhérents. Et oui, l'association compte en effet 10% d'hommes. C'est la première association conçue pour faire progresser l'intégration et la visibilité des femmes dans les armées et plus largement au sein de la défense. Et c'est évidemment une cause qu'UNEO souhaite bien sûr encore et toujours promouvoir. Alors pour parler un peu du sujet sans le déflorer, parce qu'aujourd'hui, si la féminisation, c'est un progrès sociétal qui est porté clairement par l'institution et les associations, beaucoup reste à faire. L'égalité, c'est quand même au fronton de notre République, ne l'oublions pas. Mais la féminisation, elle soulève aussi, sans doute, des interrogations en lien avec les aspects opérationnels et qu'il ne s'agit sans doute pas d'éluder. Et pour la faire évoluer, il faut sans doute accepter d'en parler sans embâge. Par exemple, pourquoi trouve-t-on des taux de féminisation inégaux selon les armées, les services, les spécialités et les grades? Quelle plus-value les femmes apportent-elles lors des engagements opérationnels? Qu'apporte aussi peut-être la question de la féminisation en matière de fidélisation, de recrutement?
Est-ce que les femmes changent le visage et la perception des armées? Est-ce qu'il y a un impact sur notre politique de défense? Au fond, si vous voulez, est-ce que la féminisation des armées est une simple réponse à un enjeu sociétal et à un cadre législatif, ou bien est-ce plus largement un enjeu opérationnel? Alors, je vais bien sûr maintenant céder tout de suite la parole pour que le débat se développe ces questions, comme bien d'autres, et puis mettre en lumière sans doute les réalités et puis les perspectives de la féminisation des armées. Ce sujet, je l'espère, suscitera tout votre intérêt. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à Jean-Pierre Molinier, donc directeur adjoint de l'IRIS pour son allocution d'ouverture. Bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Juste quelques mots de ma part en introduction pour me féliciter de ce troisième événement organisé en partenariat avec la mutuelle UNEO. Je pense que c'est un partenariat qui nous permet d'enrichir le débat et la réflexion sur une question qui est peu étudiée, pas assez étudiée, je pense, celle de la place du militaire dans la société et plus largement du rôle des armées dans un pays qui a adopté le principe de la professionnalisation en 1995. L'armée est un corps vivant qui évolue avec son temps, qui suit les mouvements de notre société, mais qui doit adapter également ses missions à un contexte stratégique en plein bouleversement. Et si on s'attache à suivre attentivement le monde qui nous entoure, on a 2 livres blancs sur la défense et la sécurité en 2008 et 2013, une revue stratégique en 2017, qui vient d'ailleurs d'être récemment actualisée. Mais il faut aussi également se pencher sur les hommes et sur les femmes qui nous défendent et qui sont des citoyens comme tout un chacun et qui font un métier à bien des titres extraordinaires. Il faut les féliciter car ils font un métier où ils risquent la mort pour assurer notre sécurité. Et ça change quand même beaucoup de choses. Donc, dans le cadre de ce partenariat avec UNEO, qui nous unit depuis l'année dernière, nous avons déjà organisé 2 conférences, l'une dédiée à la place du militaire en tant que citoyen dans notre société et l'autre consacrée aux réservistes. Preuve s'il en est de l'intérêt que suscitent nos travaux et débats sur le rôle du militaire, tous les intervenants de la visioconférence que nous avions organisée sur les réserves, ainsi que moi-même qui modérais ce débat, avons été auditionnés par les rapporteurs de la mission d'information sur les réserves, de la Commission de la Défense nationale de l'Assemblée nationale, dont les travaux sont actuellement en cours, et ce qui m'a permis de transmettre aux parlementaires les nombreuses questions et remarques que ce sujet avait soulevées chez les auditeurs. Donc en ce lundi 8 mars, qui est la journée des Nations Unies pour le droit des femmes, donc il nous a semblé donc tout à fait normal de consacrer le débat de ce soir à la féminisation des armées. Et comme je le disais tout à l'heure, les armées, en passant à une très grande féminisation, comme vient de le dire le général Marc Leclerc, c'est aussi une évolution de notre société et une évolution de notre société qui est importante. Donc je laisserai le soin à Gaspard Schnitzler, qui est chercheur à l'IRIS, un homme certes, mais jeune et qui représente la relève de la pensée stratégique de notre pays, d'animer de cette table ronde, et je pense qu'il sera très bien entouré avec les 3 intervenantes. Et je remercie donc une nouvelle fois l'ingénieur général de l'armement Marc Leclerc, qui préside la mutuelle UNEO, de sa fidélité, de son soutien aux travaux et débats que nous organisons. Voilà, donc Gaspard, à toi la main maintenant. Merci beaucoup Jean-Pierre. Donc je vais commencer par présenter nos intervenantes avant de lancer le premier tour de questions. Donc par ordre de passage, Camille Boutron, vous êtes donc diplômée de l'Institut des hautes études sur l'Amérique latine et vous êtes docteur en sociologie, chercheuse à l'IRSEM sur les questions de genre dans les conflits armés. Vous travaillez notamment sur la place des femmes dans les organisations armées et leur participation au conflit. Avant cela, vous avez vécu 10 ans en Amérique latine, notamment au Pérou. Vous avez travaillé, mené des recherches sur la participation des femmes dans le conflit armé péruvien de 1980 à 2000, qui est, si je ne me trompe pas, également le sujet de votre thèse.
Et comme on le disait en ouverture, vous êtes également membre de l'association Avec les femmes de la défense, donc AF1 D2, dont vous pouvez trouver la brochure en annexe de cette visioconférence. Nathalie Tourniol-Duclos, vous êtes donc diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et ancienne élève de l'ENA, et actuellement vous êtes directrice adjointe des ressources humaines auprès du ministère des Armées. Avant cela, vous avez notamment été chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein du ministère des droits des femmes, et également haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes auprès de plusieurs ministères. Enfin, vous êtes cofondatrice de l'association Administration Moderne et vous êtes également membre du comité consultatif du réseau Professional Women Network. Et enfin, vous êtes officier de réserve dans la Marine nationale. Et pour finir, capitaine Marion Bucher, vous êtes pilote de chasse, vous êtes préparatrice mentale dans l'armée de l'air également. Vous totalisez près de 2500 heures de vol sur différents avions, Mirage 2000, Mirage F1, Alpha Jet. Vous avez été déployé en OPEX à plusieurs reprises, que ce soit au Tchad en 2007 dans le cadre de l'opération Épervier, mais également plus récemment au Qatar et au Koweït dans le cadre de l'opération Chamal. Aujourd'hui, vous êtes responsable de la sécurité aérienne de la base de Tours et vous pilotez depuis la base de Nancy-Ochet, si je ne me trompe. Et enfin, vous êtes également membre de l'association Avec les femmes de la défense. Alors, je vous propose de commencer ce premier tour de table, enfin de table virtuelle du moins, avec donc Camille Boutron, pour poser un petit peu le cadre de ce débat et prendre de la hauteur. Alors, ma première question est la suivante. Dans quel contexte sociologique et historique s'inscrit ce processus de féminisation des armées? Et dans un second temps, où en est-on aujourd'hui de la féminisation des armées en France, mais également si vous avez des chiffres à l'étranger pour prendre un peu de recul sur le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'en profite pour vous remercier de votre invitation. Je suis absolument ravie de partager cette table ronde qui me semble bien représenter d'ailleurs la diversité des points de vue qu'on peut avoir sur le sujet. Donc, c'est vraiment avec une grande joie que je participe et partage cette table avec mes copanélistes, et je tenais à leur dire. Et à remercier l'IRIS et UNEO pour m'avoir invité et cette initiative qui me semble extrêmement pertinente. Alors, bien évidemment, je ne vais pas me lancer dans une grande réponse sur le processus historique de féminisation des armées, parce qu'en réalité, des femmes sur des champs de bataille, on en trouve limite dès la période de la Grèce classique, si j'ai envie de vraiment jouer sur les mots, puisqu'en fait, la guerre est un phénomène total qui n'est pas que le combat, hein, qui est tout un ensemble de systèmes dans lesquels les femmes ont toujours joué un rôle. Alors bon, c'est très général, hein, je le conçois, mais c'est aussi important de, justement, comme vous le disiez, de prendre de la hauteur et on parle des armées, mais on parle des armées dans quel type d'activité? Et là, finalement, ça se complexifie. En réalité, les femmes, ce qui est intéressant, c'est quand même, si on prend le cas des armées françaises, hein, notamment le modèle de la Troisième République, de la conscription, qui se construit très, très explicitement sur l'exclusion des femmes. Parce qu'en fait, jusque-là, on a des cantinières, on a des femmes qui sont présentes au sein des troupes. C'est vraiment avec la conscription universelle, hein, et cette espèce d'alliance entre devoir militaire, citoyenneté politique et masculinité, c'est à ce moment-là que les femmes s'effacent, en fait. Donc, ça va être en effet, pendant longtemps, les armées, elles vont être considérées comme des organisations essentiellement masculines, et ça va être quelque chose qui va apparaître comme d'assez normal. Alors que si on fouille, on va toujours trouver des débats sur la place que doivent ou peuvent tenir les femmes dans les armées. Mais dès la Révolution française, là, on a un groupe de femmes qui revendiquent le droit à être conscrites pour justement devenir citoyennes. Enfin voilà. Donc en fait, on est en train de parler d'un processus long et qui peut vraiment être abordé
depuis une perspective tout à fait historique classique. Alors, comme vous l'avez dit vous-même, enfin comme il a été dit précédemment, la professionnalisation, elle a quand même joué un rôle majeur, mais elle s'inscrit dans un contexte plus large. Déjà, auparavant, la féminisation du marché du travail, l'avancée de politiques publiques et de l'institutionnalisation de ce qu'on dit du féminisme, c'est-à-dire pour l'adoption de lois d'égalité professionnelle homme-femme. On voit notamment, la loi Sauvadet a joué un rôle important dans les mesures qui ont été prises à partir du début des années 2010 pour mettre en place, par exemple, des dispositifs d'égalité homme-femme. Donc, en fait, on est à chaque fois quand même dans une évolution qui est extrêmement, qui est extrêmement intégrée dans son contexte. Par ailleurs, il y a l'évolution du contexte international. On a, dès la création de l'ONU, les femmes se mobilisent pour être prises en compte par les organisations internationales. Mais à partir de la deuxième moitié des années 90, fin des années 90, on a l'émergence de ce qu'on va appeler le gender mainstreaming, c'est-à-dire l'idée d'intégrer une perspective de genre, ou en tout cas de mesurer, pour le dire rapidement, les impacts différenciés de politiques ou de programmes selon le genre, et donc de créer des politiques de façon à ce que ces impacts soient équilibrés, etc. Ça va être une politique officielle des Nations Unies à partir de 97. Et c'est à partir de là, en fait, que la fameuse résolution 1325 Femmes, Paix et Sécurité est adoptée en 2000. Et elle est extrêmement importante dans la mesure où ça va être la première résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui jusque-là avait été assez perméable à ces questions de genre, de femmes, de participation, d'égalité, etc. Cette résolution, elle va vraiment signer, d'une certaine façon, ouvrir la boîte de Pandore de mobilisation et de débat autour de ces questions. Aujourd'hui, on a 10 résolutions qui ont été adoptées suite à la 1325 et qui forment ce qu'on appelle l'agenda Femmes, Paix, Sécurité, qui sert de cadre de référence pour les États pour mettre en place des politiques et des initiatives et des programmes d'action qui visent justement à une plus grande représentation des femmes, à une plus grande participation des femmes dans la résolution des conflits, etc., etc. C'est très large, ça ne concerne bien sûr pas que les armées, mais les armées sont des acteurs concernés dans la mesure où c'est des acteurs de la paix et du maintien de la sécurité. Donc ça, c'est encore un autre facteur qui, au-delà de l'aspect, on va dire, domestique français, de notre propre évolution sociale en France, voire même en Europe, est encore plus global. Et finalement, un troisième facteur, c'est aussi l'évolution des conflits. Alors, il y a un débat, nouvelle guerre, pas nouvelle guerre, est-ce que les guerres ont vraiment changé? On pourrait bien sûr en débattre pendant de longues heures. Il n'empêche que les conflits, ou en tout du moins notre façon d'aborder les conflits, ont changé. La frontière entre combattants et non combattants, elle est beaucoup plus floue, c'est beaucoup plus difficile de les discerner. Le rôle des femmes dans les organisations informelles engagées dans la violence politique est beaucoup plus apparent. On a bien vu un petit peu cette espèce de panique morale causée par ces jeunes filles qui ont rejoint l'État islamique et personne n'a compris pourquoi. Eh bien, d'une certaine façon, c'est un exemple, c'est une illustration de cette évolution des conflits, ou en tout cas de nos perspectives, et qui amène forcément à une adaptation et à une transformation des acteurs de la défense. Voilà. Pour être très... voilà. Parce qu'en fait, je pourrais être encore très longue sur ce processus d'historisation, mais je pense que je vais m'arrêter là au niveau des facteurs. Où on en est aujourd'hui, alors oui, on a un boom de la féminisation des armées au début des années 2000, mais en réalité, depuis 10 ans, on stagne un peu. Donc, on y reviendra peut-être au niveau de la conférence, mais finalement, ce chiffre de 15-16%, on n'arrive pas à le décoller. On n'est pas les seuls. Les Canadiens aussi, en tout cas de derniers articles que j'ai lus, qui eux se sont fixés, je crois, si je ne m'abuse, on aura peut-être des Canadiens parmi les assistants et assistantes, mais je crois un taux entre 25 et 26% d'ici 2025-2030. Je ne suis pas très précise là sur les dates parce que je parle vraiment de mémoire, mais en tout cas, il y a un objectif affiché qui n'est pas évident à atteindre. Donc, on n'est pas forcément les seuls à avoir du mal à aller au-delà de ce chiffre de 15%, qui est déjà important, puisque c'est la 4e armée la plus féminisée du monde. Mais au-delà du chiffre, il y a aussi la répartition en fait des postes, des statuts, dans la hiérarchie, dans l'organisation militaire. Et là, on aura, je pense, aussi l'occasion d'en parler, donc je ne vais pas forcément développer, mais on voit bien qu'il y a un certain déséquilibre
dans la représentation des femmes par rapport à certaines fonctions et par rapport à d'autres, et aussi au niveau du rang, enfin de la place occupée. Dans la très très haute hiérarchie militaire, il y a déjà beaucoup moins de femmes, par exemple. Alors encore une fois, c'est pas seulement français, c'est pas seulement européen. Un exemple, je sais pas trop où ça en est, mais un pays comme l'Inde, je crois que c'est l'année dernière, les femmes ont obtenu le droit d'accéder au rang d'officier dans l'armée indienne, ce qu'elles n'avaient pas, la possibilité d'initier des carrières d'officiers. Elles devaient rester sous-officier à ce moment-là. Bon, il y en a très peu, mais voilà, n'empêche. Et il se trouve que le ministre de la Défense indien, ainsi que l'état-major de l'armée de terre, enfin le CEMAT indien, a déposé un recours face à la Cour suprême qui avait pris cette mesure pour intégrer les femmes en carrière d'officier et dire ah non, ça ne va pas être possible. En gros, ils ont fait appel de cette décision face à la Cour suprême. C'est un exemple extrêmement anecdotique que moi-même je ne connais pas tout en profondeur, bien sûr, mais qui montre bien qu'on parle quand même de choses qui ne concernent pas que la France et l'Europe, qui est bien international et qui est à l'heure actuelle un vrai sujet et une vraie lutte. Très bien, merci beaucoup pour cette mise en contexte. Je me tourne maintenant vers Madame Tourniol-Duclos. Alors, comment est-ce que le ministère des Armées porte ce sujet de la féminisation aujourd'hui? Et est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur le plan mixité? Où en est-on du plan mixité? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je vais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Madame Boutron. Effectivement, 96, la fin du service national, et 97, la fin de toutes les limitations à l'embauche dans tous les concours. Donc, on voit bien le mouvement parallèle d'un point de vue historique entre je professionnalise une armée et j'ai nécessairement besoin des femmes. C'est toujours ce raisonnement qui prévaut. On ne souhaite pas se priver de tous les talents et de tous les talents qui souhaitent venir nous rejoindre, voire plus, on souhaite donner envie. Alors, c'est vrai que les chiffres stagnent, là, ça repart un tout petit peu à 16,1%, mais avec des participations très, très différentes. On sait que l'armée de l'air est beaucoup plus féminisée, on pourra s'interroger pourquoi. L'armée de terre compte 10,8% de femmes, la marine 15,4% et l'armée de l'air 22,9%. Et puis un corps qui est très proche d'un corps d'administrateurs civils comme le mien, qui est le SCA, finalement est assez en ligne, puisque avec ce qui se passe dans la haute fonction publique, puisqu'ils sont environ 30%, et nous, dans le corps, on doit être 38% en interministériel. Donc, on voit que c'est assez cohérent. Alors, ce qu'on souhaite faire, tout d'abord, c'est donner envie. Et donner envie, bon, ça passe bien sûr par la communication. Il ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas une campagne où il n'y a pas une photo de femme. Mais donner envie, c'est aussi avoir une présence féminine dans les CIRFA, dans l'ensemble des centres de recrutement. C'est valoriser la présence des femmes dans tous les métiers. Et là, je rejoins ce que disait Madame Boutron, c'est qu'effectivement, il y a des métiers, on a 3500 métiers où il y a très peu de femmes. Donc, donner à voir, je vois la capitaine Buchet que, par exemple, il y a des mécaniciens, des sous-officiers mécaniciens sur les bases de l'armée de l'air qui sont des femmes et qui entretiennent des moteurs de Rafale, et elles le font très bien. Donner envie, c'est aussi décloisonner les voies de recrutement et par exemple recruter sur contrat. On a beaucoup plus de jeunes femmes qui nous rejoignent pour être officiers sur contrat que par le biais des écoles. Et une des idées après, ça a été d'autoriser ces femmes à passer le concours de l'école de guerre, donc finalement rejoindre la même trajectoire que leurs camarades qui ont passé les concours de Saint-Cyr, de Naval ou de l'école de l'air.
Un point d'ailleurs sur ces écoles, ce sont des écoles d'ingénieurs. Souvent, elles appartiennent à une banque, vous savez, les banques d'écoles d'ingénieurs. Il faut bien voir qu'on a aussi assez peu de femmes dans les écoles d'ingénieurs. On tourne autour de 20%. Donc, il n'y a pas de raison qu'on soit différent à l'école navale ou à l'école de l'air. Le recrutement, ça passe aussi par la présence des femmes dans les jurys de concours. On y veille. Certaines écoles ont mis en œuvre des initiatives intéressantes. L'école navale, par exemple, appelle toutes les candidates admissibles pour leur présenter l'école et leur donner envie, si possible, et lever les préventions qu'elles pourraient avoir. Et puis, il y a les fameuses épreuves sportives. Alors, je sais que j'avais déjà entendu Madame Boutron en parler. C'est vrai que c'est un sujet un petit peu contentieux chez nous. On est en train de revoir les barèmes pour les rendre plus équitables et plus équitables dans les deux sens, parce que, par exemple, les barèmes de course et de natation sont très avantageux pour les femmes, mais pas celui des tractions qui est trop difficile. Donc, on est en train de revoir tous les barèmes de façon très pratico-pratique pour coller aux besoins et à la réalité. Après, une fois qu'elles sont dans l'institution, il ne faut pas qu'elles en partent. Et ça, c'est le vrai sujet. Les femmes officiers, en moyenne, restent 12 ans de moins que les autres officiers. Donc, bien évidemment, elles ne peuvent pas dérouler la même carrière. À ce titre, je voudrais tout de suite dire que pour le sommet de la pyramide, il faut bien avoir en tête qu'il faut 20 ans pour faire un colonel et 30 ans pour faire un général. Donc, vous voyez, si toutes les barrières sont tombées entre 93 et 97, on arrive tout juste au moment où on commence à récolter les fruits et on tangente le 10% en termes d'officiers généraux. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant, bien évidemment. En termes de gestion, on a fait ça de façon extrêmement pragmatique et ça m'a beaucoup rappelé ce que je faisais quand j'étais au droit des femmes, c'est-à-dire on regarde là où ça bloque, là où il y a des verrous et on essaye de desserrer les verrous. Donc, c'est la plage d'appel pour passer l'école de guerre, c'est les conséquences sur des congés maternité, est-ce qu'on est promu ou pas. C'est la possibilité, lorsqu'on est en congé parental, de servir dans la réserve pour continuer à maintenir son caractère opérationnel. C'est aussi mieux accompagner les parcours avec du mentorat. Bref, toutes les mesures armée par armée qui décourageaient les femmes de rester. Et puis, il y a des changements sociétaux, on l'a évoqué, mais je dirais que maintenant, les femmes et les hommes ont un peu les mêmes sujets. Et nous, le sujet de la fidélisation, ça touche aussi bien les femmes que les hommes. La biactivité, c'est une réalité pour tout le monde. Et par exemple, les conjoints d'officiers femmes, enfin les femmes qui ont épousé des officiers travaillent autant que le reste des Françaises. Et très souvent, ce sont elles qui peuvent avoir un impact sur la fidélisation donc de leur mari, d'où l'importance de la qualité de vie au travail. Et ça, on a essayé de mettre en place un plan famille pour répondre à de nombreuses questions qui n'étaient pas réglées. Par exemple, anticiper les mouvements annuels de mutation pour pouvoir le gérer en famille. Le dernier point, c'est les représentations. Et là, on pourra beaucoup y revenir. C'est d'abord développer la culture de la mixité dans les écoles, quelles qu'elles soient, au moment qu'on soit en formation militaire du rang à Saint-Mexan pour les sous-officiers ou dans les écoles d'officiers. C'est la présence de 900 référents mixité au plus près donc des bases de défense. C'est la formation à ce qu'on appelle HDVS, donc le harcèlement et les violences de toute nature et leur prévention, donc avec une tolérance zéro, et notre ministre y tient beaucoup. Donc la création de la cellule Thémis depuis 2014, qui est confiée à un contrôleur général des armées qui effectivement instruit dans une chaîne hors hiérarchie ce type de sujet.
Et puis après, ça passe par des petits détails, mais par exemple, avoir des tenues harmonisées avec les grades bien évidents sur les coiffes des officiers féminins. C'était une demande et on le fait. Donc, tout un ensemble de mesures qui s'accompagnent, et on l'a déjà dit, de la labellisation égalité qui couvre à ce stade 53 000 personnes sur 265 000, et on se lance dans l'élargissement de cette labellisation, élargissement qui va concerner les écoles aussi, ça va être un moment intéressant. Et l'idée qu'on a besoin véritablement de tous les talents. On y reviendra après. On a dit que les conflits étaient en train de changer. Oui, les conflits sont en train de changer. Ça peut être du cyber, par exemple. Et là, on combat derrière un micro-ordinateur. Il y a des cybercombattants et des cybercombattantes. Et les aspects de force physique qu'on peut opposer ou de force brutale qu'on peut opposer ne sont absolument plus en cause ou en question à ce titre. On y reviendra tout à fait dans le deuxième tour de questions. Merci beaucoup. Je vais passer tout de suite aux enjeux opérationnels parce qu'on n'a pas encore trop abordé cette question et ça tombe bien parce qu'il y a une question du public qui va dans le sens de la question que je comptais vous poser. Capitaine Buchet. Alors, est-ce qu'il y a des enjeux opérationnels derrière la question de la féminisation des armées? Si oui, lesquels? Et est-ce qu'il y a une justification opérationnelle, entre guillemets, à l'absence de femmes dans certains corps ou dans certaines fonctions? Pour donner quelques chiffres, on n'a que très peu de femmes, je crois 4% dans les forces spéciales. Il y a peu de femmes pilotes encore. Depuis très peu de temps, on a des femmes dans les sous-marins, alors que dans d'autres fonctions peut-être moins combattantes, comme le service de santé des armées, on a une surreprésentation avec près de 60% de femmes. Donc voilà, quelles sont les justifications opérationnelles s'il y en a? Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas parler des spécialités que je ne connais pas, et notamment les forces spéciales. Alors, je vais prendre l'exemple du métier de pilote de chasse et je vais casser un mythe. C'est que quand je disais le métier que je faisais, parfois on me disait « Ah, bah alors, tu es forte en maths et tu fais vachement de sport. » Bon, il s'avère que le sport, je m'y suis mis à 30 ans, ça faisait déjà plus de 10 ans que j'étais dans l'armée. En fait, il y a tout un tas de métiers et parfois des métiers auxquels on accole une représentation assez physique comme le mien, qui n'ont pas forcément besoin, qui ne justifient pas d'avoir une force physique supérieure à la normale. Donc ça renvoie aussi aux questions des barèmes de sport, c'est-à-dire est-ce qu'il faut un barème pour classer les gens ou est-ce qu'il est plutôt nécessaire, vu les différences peut-être les difficultés à noter de manière juste les deux genres, voire plus, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'essayer d'évaluer et de classer les gens de cette manière-là, ou est-ce qu'il est plutôt plus intéressant d'avoir une validation d'un niveau? Dans ma formation, j'ai eu des stages de survie à faire. Il fallait effectivement savoir nager. Après, que je fasse le 50 mètres en 3 minutes ou en 35 secondes, c'était pas forcément ce qui allait faire la différence. Donc, cette question de la force physique, elle revient ensuite. Enfin, elle peut être éludée sur beaucoup de spécialités, puisque sur la mienne, en l'occurrence, c'est le cas. Comme vous le dites, il y a peu de femmes pilotes de chasse actuellement. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Camille sur la perspective historique au départ, on a eu en 99 Caroline Aigle qui est arrivée en escadron de chasse, qui a été présentée comme la première femme pilote de chasse, qui est en fait la première femme pilote de chasse à avoir intégré un escadron de chasse, mais la première femme brevetée pilote de chasse, c'est Elisabeth Boselli en 1946, qui appartenait à une promotion de plus de 6 filles.
et sachant qu'il y avait aussi a priori à l'école de chasse de Tours et qu'il y avait a priori une autre promotion qui avait été envoyée à Meknes à ce moment-là, enfin pas à Meknes d'ailleurs, mais au Maroc à ce moment-là, avec le fait que ceci avait été rendu possible par l'action du général de Gaulle, qui avait, après avoir donné le droit de vote aux femmes, promu quasiment en même temps en 1944 l'arrivée des femmes dans les avions. Et avant ça, vous avez vu d'autres femmes qui n'ont pas été brevetées, mais qui ont aussi mené des combats aériens, comme Marie Marvin, par exemple, qui était une Nancéienne et qui a participé à des bombardements pendant la Première Guerre mondiale, sans avoir au début l'autorisation de sa hiérarchie, qui finalement a été interdite de combat, mais qui a quand même réussi à avoir la croix de guerre avec palme, et qui était chevalier et peut-être même officier de la Légion d'honneur. Donc, cette question de dire que les femmes ne sont pas légitimes, cette tendance historique à l'oubli, elle renforce parfois la question le positionnement qui est de dire que les femmes ne sont pas légitimes. Et d'ailleurs, ça a été un souci, moi, quand je suis rentrée, parce que finalement, j'avais personne à qui m'identifier. Et ça, c'est un peu compliqué, parce qu'on a l'impression de déflorer un terrain qui finalement qui a déjà été exploré par d'autres avant. Merci beaucoup. Je vais peut-être profiter pour poser une question qui a été posée par le public, parce que ça complète. Vous m'entendez? Oui. On t'entend. Parce que Madame Bûcher, vous Ne sont parliez, pas mais je légitimes pour demain. vous entends pas, Ah. il me semble, ou alors c'est que de mon côté. Non, on n'entendait pas. Là, c'est bon? Oui, voilà, je sais, Okay. on n'a pas entendu les 30 dernières secondes. Le programme de mentoring? Oui, j'imagine. Du coup, on développe ce programme de mentoring aussi pour renforcer cette légitimité perçue, à être capable d'avoir un peu d'ambition aussi, et même si c'est pas forcément le fond du problème, puisqu'il y a quand même pas mal de femmes qui ont de l'ambition. Sur la question de la répartition des femmes, c'est assez intéressant. Dans l'armée de l'air, on est à 23%, mais combien d'officiers supérieurs? Et c'est ça un peu, à mon sens, le problème, c'est que moi, j'aimerais bien avoir plus de collègues filles, même si je m'entends très bien avec mes collègues garçons. Merci beaucoup. Oui, je disais tout à l'heure, donc on a une question qui s'inscrit bien dans vos propos. Alors, je propose de la poser maintenant. En fait, on a un participant ou une participante qui demande s'il reste des spécialités qui sont encore interdites aux femmes. Je sais qu'il n'y a pas de femmes dans la Légion étrangère, par exemple. Est-ce qu'il y a des spécialités particulières? Je ne sais pas si l'une d'entre vous sait et aimerait répondre à cette question. Aucune depuis que les sous-marins ont été ouverts. Alors pour la Légion étrangère, je me garderai de répondre, mais pour l'ensemble des autres forces, tout est ouvert. D'accord, très bien. Parfait. Bon, on reviendra sur pas mal de points que vous avez abordés qui sont très intéressants. Je voulais poser une question à Madame Boutron. Donc là, on a brossé pas mal de choses. Et en partie ce point-là, mais je pense qu'on peut encore le creuser davantage. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les limites, enfin les résistances qui persistent vis-à-vis de la féminisation des armées? Et est-ce qu'on a des limites structurelles qui sont propres aux armées, ou est-ce qu'il s'agit des mêmes limites, j'allais dire, que dans le reste de la société et dans les autres métiers? On a parlé du recrutement, de l'avancement, mais il y a également la prise en considération de la vie de famille, tous ces aspects-là. Merci. Vaste question. Parce qu'en fait, bien sûr qu'il y a des limites,
On va tout de suite. Et il y a même des résistances. Et il y a des limites à l'image du monde professionnel, on va dire civil. Les armées font partie de notre société, donc forcément, elles en sont un reflet. Mais il y a aussi des limites propres au monde militaire. Alors, on a des limites qui se posent d'elles-mêmes et qui se posent finalement à toutes les femmes qui ont une carrière professionnelle particulièrement exigeante, qui est la gestion de la vie de famille. Quelque chose d'intéressant, par exemple, c'est que moi, on m'a beaucoup demandé la place des femmes dans les armées cette semaine, vu le 8 mars, et c'est pour ça que j'ai un petit complexe. Là, je ne suis pas sûre d'être très légitime, car je ne suis pas militaire. Mais la question qui était posée était, oui, en OPEX, les femmes qui ont des enfants, qui partent 4 mois en laissant leurs enfants. Et en fait, je leur disais, mais ça vous dérangeait pas quand c'était des hommes? Voilà. Donc, en fait, on voit bien dans ce cas-là que finalement, la façon dont on envisage la gestion vie privée, vie professionnelle chez la femme militaire, elle est un reflet d'une certaine forme de patriarcat qui est encore assez prégnant dans notre société, où les femmes restent quand même en charge de la plupart des tâches familiales et domestiques. Alors, il paraît que d'après un dernier rapport de l'INSEE, l'éducation des enfants est bien mieux partagée. Mais basiquement, on continue de faire le ménage, les courses, d'enlever la poussière et d'y penser, en fait. Voilà. Donc ça, les femmes militaires, elles n'y échappent pas forcément à l'image d'une femme dans le civil ou dans le privé. Enfin, voilà. Donc ça, c'est déjà une limite de base. Donc on rejoint un débat très large qui est celui d'aujourd'hui, du 8 mars, entre autres. Mais après, oui, il y a des résistances qui sont une part, je pense, d'autocensure. Là encore, il y a débat parce que est-ce que les femmes militaires s'autocensurent d'elles-mêmes en allant plus volontiers vers des spécialités ou des postes qu'elles pensent parce qu'elles n'osent pas demander plus ou demander plus opérationnel? Voilà, est-ce que ça vient d'elles ou est-ce que en fait on les amène gentiment à ne pas trop vouloir aller dans des postes ou des spécialités qui seraient quand même très en rupture avec les schémas traditionnels qui jalonnent la carrière d'une femme dans les armées ou ailleurs. En fait, c'est toujours un petit peu compliqué de répondre à cette question parce que l'autocensure, parce que moi, ça me dérange, je parle beaucoup qu'on parle d'autocensure parce que c'est une façon aussi de remettre la responsabilité sur les épaules des femmes. C'est-à-dire, mais elles peuvent y aller, celles qui ne veulent pas y aller, elles peuvent faire ces carrières, mais elles ne veulent pas. Du coup, c'est une forme de culpabilisation. C'est assez classique d'ailleurs dans le cas des femmes de les culpabiliser beaucoup. Mais en fait, cette autocensure, elle est aussi le fruit d'une socialisation qui commence parfois avant même la naissance quelque part. Un baby shower où en fait le sexe de l'enfant fait partie d'un vaste processus et de toute une trajectoire où l'inscription du genre féminin-masculin se fait dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Et donc du coup, c'est beaucoup plus complexe. Enfin, au moment de choisir une carrière, c'est difficile, en effet, quand il n'y a pas, comme disait la capitaine Buchet, de rôle modèle. Voilà. Donc ça, c'est quand même un premier cas qui est important au niveau des limites. C'est les limites dans les représentations, la proportion des femmes, les pratiques dans une culture professionnelle militaire qui n'a pas encore évolué de façon à être réellement mixte. C'est encore un monde d'hommes dans lequel les femmes sont admises sous certaines conditions qui sont en général de ne pas trop mettre en danger certaines valeurs et certaines traditions. Et là, j'en viens à ce que j'appelais résistance. On sait bien qu'il y a encore malheureusement, on fait encore face à des pratiques et des discours qui restent sexistes et misogynes au sein des armées. C'est pas nécessairement la norme. Et en faire une règle absolue est aussi un petit peu dérangeant dans la mesure où quand même chaque expérience des femmes dans les armées est différente selon le grade, selon le moment où elles ont intégré les armées, selon leur expérience. Donc, ne pas non plus faire passer les armées pour une grosse institution sexiste ou très conservatrice ou prédomine le temps d'avant. C'est pas ce que je veux dire. En revanche, oui, il y a quand même encore des problèmes de sexisme qui sont difficilement dits, je pense, par les femmes militaires, dans la mesure où justement ce qu'elles ne veulent pas, c'est faire passer leur armée
pour un espèce de monstre du passé qui ne sait pas évoluer, parce que c'est parce que les femmes militaires veulent faire, puisque si elles sont militaires, c'est quand même qu'a priori, elles se sont engagées pour leur armée, leur pays, etc. Mais en même temps, ces pratiques continuent d'exister. Et donc, c'est très difficile de les dénoncer sans non plus tirer une balle dans le pied de son institution. Donc ça c'est aussi, je pense, un point central sur lequel travailler, il me semble. Avec des comportements sexistes et sexuels qui vont être parfois pas voulus, parfois un peu indirects, parfois maladroits, et puis parfois, on le sait, qu'il y a des cas vraiment voulus, organisés, et qui sont faits pour maintenir une certaine hiérarchie. Après, je terminerai en disant, là on parle des armées françaises. Moi, ce que je constate en tant que sociologue du genre et qui est beaucoup vécu à l'étranger, c'est qu'on a encore du mal en France et particulièrement dans le monde militaire, par exemple, à mobiliser certains termes comme celui du genre, qui portent à confusion, qui portent à controverse, que du coup on essaye d'éviter pour des raisons qui sont valides et tout ce qu'il faut, mais qui du coup nous empêchent justement d'aller au fond de ces débats. Dans d'autres armées contemporaines, le terme est beaucoup moins problématique, mais on rencontre aussi ces mêmes problèmes de résistance et de limites qui vont s'adapter à chaque contexte. Encore une fois, un pays comme le Canada n'a pas tout à fait la même façon de former des officiers. Il n'y a pas de système de grandes écoles, par exemple, que nous on a. Donc, on va avoir ces problèmes qui se posent et qui se construisent différemment, etc. Mais au fond, dans ce sens, les armées françaises, elles sont aussi le reflet d'une culture militaire occidentale, voire même contemporaine, qui est plus large. Donc, on n'est pas non plus, voilà, ce n'est pas une spécificité française de maintenir ces résistances et une certaine forme de micro-violence quotidienne qui, quand même, s'exerce sur beaucoup de femmes militaires. Merci beaucoup. Je voulais m'adresser au capitaine Bûcher. Camille Boutron, vous avez mentionné un moment les déploiements en opération. Comment est-ce que, en tant que femme pilote, à l'aune de votre propre expérience opérationnelle, vous avez vécu? Est-ce qu'il y a un accompagnement particulier, familial, lors d'un déploiement en opération extérieure? Est-ce qu'il y a des choses qui restent à améliorer? Voilà, quel est votre ressenti à ce sujet? Merci. Ça me semble essentiellement relever de la sphère du privé, dans le sens où moi, clairement, j'ai pas. Enfin, c'est à moi de me débrouiller. J'ai pas d'aide particulière pour partir, mais quand je dis j'ai pas, c'est pas forcément en tant que femme, c'est-à-dire qu'en tant que militaire, concrètement, c'est à nous de nous arranger et de faire en sorte que la sphère familiale, elle suive. Donc, dans la mesure où les femmes supportent encore la majorité, statistiquement, des charges de l'organisation du foyer. C'est vrai qu'on peut penser que c'est un petit peu plus compliqué. Ceci étant dit, pour que ce soit possible, ça veut forcément dire que le père de nos enfants, en général, assume et assure. Donc, sinon, effectivement, ça pose un souci. Mais là, actuellement, contrairement d'ailleurs à d'autres armées, quand je suis partie en détachement dans des contextes interalliés, moi j'étais assez étonnée de voir le soutien social qu'il peut y avoir dans les pays anglo-saxons notamment, avec des mères célibataires qui me disaient qu'elles partaient 12 ou 14 mois et que c'est leurs voisins qui s'occupaient de leurs enfants pendant qu'elles n'étaient pas là. Nous, on n'est pas dans ce genre de contexte, donc forcément, il faut s'arranger. Après, en tant que pilote, on fait des tours qui sont beaucoup plus courts pour des considérations d'entraînement, puisqu'on a certaines qualifications à maintenir à jour en France. Donc, ça coûterait un petit peu plus cher de nous laisser plus longtemps, et puis pour des considérations de gestion des heures de vol. Donc, c'est compliqué d'imaginer qu'on fasse 4 à 6 mois. Donc, moi, j'ai jamais fait d'OPEX de 4 à 6 mois. Et sur 2-3 mois, c'est gérable.
D'accord. Merci beaucoup. J'aimerais bien qu'on élargisse un petit peu le sujet. Dans votre première intervention, Madame Tourniol-Duclos, vous aviez mentionné les évolutions des conflits et les nouveaux types de guerres. Alors justement, face à la généralisation du recours aux stratégies hybrides et au fait que les armées se veulent de plus en plus technologiques et investissent dans des nouveaux champs, le champ cyber, le champ informationnel, est-ce qu'on peut considérer que ce bouleversement des usages et l'apparition des nouveaux métiers qui va avec peut être une opportunité pour la féminisation des armées? Oui, bien sûr. En vous écoutant, je repensais à une scène d'OSS 117 où il disait on verra quand il s'agira de porter un sac. Maintenant, avec le fantassin augmenté, le problème se pose un peu différemment. Donc, on a même et surtout dans l'armée de terre, hein, avec le programme Scorpion, un niveau technologique beaucoup plus important. Donc, il faut des gens mieux formés et si on regarde déjà les résultats et l'excellence scolaire, ce sont surtout pour des raisons que Camille, sociologue, pourrait bien expliquer, ce sont surtout les filles qui surperforment à l'école. Donc, nous, si on veut être un tout petit peu malin, il faut qu'on recrute des femmes. D'autres façons de combattre, hein, effectivement, le cyberespace est devenu un espace d'affrontement. On a des attaques actuellement sur nos hôpitaux militaires, par exemple, hein, pas seulement sur les hôpitaux tout court, et ce sont des tentatives de déstabilisation. Donc là, effectivement, on a besoin de cybercombattants qui d'ailleurs peuvent être civils ou militaires. C'est un problème qui se pose aussi. Et là, on peut aussi bien le sujet de la force physique ne se pose plus. Et d'ailleurs, il y a un groupe au sein du ministère qui regroupe, je crois, 300 membres environ, qui s'appelle les combattantes du numérique, qui sont les femmes civiles, militaires, quel que soit leur grade, qui sont sickmen, comme on dit chez nous, enfin qui sont dans les spécialités, dans ce type de spécialité. Et elles vont chercher, elles font la sortie des écoles aussi, elles vont recruter des femmes. Et puis on parlait de stratégie hybride, où par exemple un des champs d'affrontement, ça peut être le droit, tout bêtement. Quand on voit que la Commission européenne peut nous opposer la directive temps de travail, là le sujet se situe pour nous à la direction des affaires juridiques. La direction des affaires juridiques, qui est-ce qui combat s'il y a combat à mener, elle est composée aussi bien, je dirais, à 50% d'hommes et de femmes. Donc, il y a des domaines où sur l'information, la déstabilisation économique, par exemple, la déstabilisation sociale que certaines puissances peuvent conduire, on pense à ce qui s'est passé en Ukraine, la réponse peut aussi bien être apportée, toutes choses étant égales par ailleurs, par un homme ou par une femme. Donc, ce qui nous importe, nous, effectivement, c'est maintenant de recruter ces talents. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion que j'ai participé à pas mal d'ateliers d'innovation au sein du ministère. Et très souvent, les personnes qui étaient là étaient des femmes, qui étaient beaucoup plus présentes que les hommes sur les ateliers d'innovation, quel que soit le sujet. Donc oui, ça va sans doute changer beaucoup les choses. En tout cas, au-delà du conflit traditionnel tel qu'on le connaît aujourd'hui en bande sahélo-saharienne. Merci beaucoup. Je propose qu'on prenne maintenant les questions. Il y a énormément de questions, donc c'est un peu difficile de les trier tout en animant la table ronde. Mais une question qui revient souvent et donc je pense qu'il est important de poser. Voilà, plusieurs participants ont soulevé la question de la lutte contre le harcèlement et les comportements sexistes. Vous aviez mentionné au début, il me semble, le dispositif Thémis. Est-ce que
peut-être vous pouvez revenir là-dessus et en général, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, mais qu'est-ce qui est fait pour essayer de combattre ces comportements, aussi bien au niveau des écoles militaires qu'ensuite tout au long de la carrière, et qu'est-ce qui reste à faire surtout? Alors, Se lancer. oui, ça existe, hein. Très souvent, on me demande si je suis pas la secrétaire de mon patron qui est juste en face de moi, qui est un amiral avec 4 étoiles, qui est nommé en conseil des ministres comme moi, mais comme je suis une femme, je peux être que secrétaire, même si j'ai un grand bureau à Ballard. Donc, et encore, j'ai pas le droit, vu mon âge canonique, j'ai pas le droit aux réflexions. Donc oui, ça existe. Et on a une ministre, et ça je lui en sais vraiment gré, qui a déclaré que vraiment rien ne, qu'il ne fallait rien laisser passer. Donc, alors après, les chaînes de commandement peuvent plus ou moins bien fonctionner, mais il existe un dispositif d'appel où effectivement une personne, quel que soit son sexe, qui est victime de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral, peut rapporter la situation et il y aura une enquête, pour les armées, une enquête dite de commandement. Moi, j'ai eu le cas dans mes équipes et effectivement, c'est fait de façon très approfondie. Après, le sujet, c'est de savoir si tout est bien remonté, si les personnes osent porter plainte. On le sait, là, je prends mon ancienne casquette de chef du service du droit des femmes, hein, on le sait pour le viol, il y a quelques années, seuls 10% des viols faisaient l'objet d'une déclaration au commissariat ou en gendarmerie. Donc là, il faut aussi que la parole se libère. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des référents mixité que l'on forme. Mais je pense que c'est un combat de tous les instants et que on a affaire à une population qui est très jeune, qui n'a pas nécessairement été éduquée au respect filles-garçons et à qui il faut apprendre que non, c'est non. Et là, c'est effectivement une des missions que l'encadrement a à conduire. Moi, je me suis assez bien, Oui, voilà, j'allais vous donner la parole. Allez-y, je vous en prie. je me suis assez bien retrouvée dans la description qu'a fait Camille Boutron tout à l'heure. De manière assez directe, je dirais que la plupart des gens sont bien câblés, mais qu'il existe encore des choses qui pourraient même relever du pénal. Et que, comme la plupart des gens sont bien câblés, la plupart des chefs sont aussi bien câblés. Et même si parfois, dans les discussions que j'ai pu avoir avec mes supérieurs, j'ai senti qu'ils étaient parfois un petit peu démunis sur la façon de traiter la situation parce que comme il y a un problème d'éducation qui est assez général, on n'est pas encore dans cette idée vraiment d'égalité partout. Parfois, ils sont un petit peu démunis et donc ça leur pose vraiment question et c'est quelque chose qui les touche et enfin, c'est pas une question qu'ils prennent à la légère. Maintenant, on reste quand même tributaire de l'appétence parfois du chef à vraiment traiter le problème ou à le mettre sous le paillasson. Sur la question de l'éducation, c'est clair qu'on ne peut pas se prémunir de la société dans laquelle on vit. Ceci étant dit, on apprend bien aux gens à faire leur lit quand ils rentrent et à repasser leur chemise. Donc moi, j'ai du mal parfois à comprendre certains comportements. Comme je vous dis, la plupart des gens sont bien câblés et en fait, quand on a des débats là-dessus entre collègues, moi, ce que j'essaie de promouvoir, c'est que actuellement, sur cette question, il y a parfois une tendance à la culpabilisation générale des hommes, alors que, comme je vous le dis, la plupart des gens sont bien câblés. Et
Et donc, moi, j'essaie de leur expliquer que déjà, et ceux qui se posent des questions en général et qui le vivent comme une attaque personnelle, alors que eux font ce qu'ils estiment juste pour que les choses se passent bien, même si parfois, on l'a vu, c'est pas forcément intentionnel. Donc, ce sont des attitudes qui ont été inscrites en nous depuis très très longtemps et dont on peut pas se rendre compte si on nous en fait pas prendre conscience. Donc, il y a toute ce travail de pédagogie aussi qui peut être fait que par quelqu'un qui va expliquer de manière dépassionnée, bon ben tu vois là il s'est passé ça et en fait moi je l'ai vécu de cette manière-là parce que tu ne te comportes pas de cette manière avec mes collègues par exemple, mes collègues masculins. Et donc il y a aussi, il doit y avoir une double dynamique qui vient des femmes par exemple qui peuvent être traitées différemment, même si c'est pas méchant, et aussi des hommes qui vont arriver à le reconnaître. Mais la plupart du temps, ils ont cette honnêteté et cette sincérité. Mais aussi de valoriser les gens, et notamment les hommes qui ont ce genre de posture. Et moi, je leur dis parfois, quand ils ne comprennent pas certaines questions sur du bahutage ou qui peuvent être mal perçues de notre côté, moi, je leur dis, mais toi, tu n'es pas comme ça. Donc, oui, il y a des choses qui relèvent de la tradition, et moi, la première, je trouve que c'est ce qui fonde aussi l'appartenance au groupe. Mais il y a une différence entre la tradition et le manque de respect, par exemple, qui parfois, d'ailleurs, touche aussi bien les hommes que les femmes, sauf que ça va s'ancrer de misogynie parce que on va taper là où ça fait mal, donc on va taper sur le genre qui touche à l'identité. Mais ça relève de choses qui ne sont pas particulières aux femmes, par exemple. Et donc, je pense qu'il faut aussi rendre un feedback positif aux gens quand on a eu des chefs qui ont fait attention à certaines choses et à valoriser aussi bien la carrière d'une femme que d'un homme. À mon avis, il faut aussi avoir un feedback positif. Tout à fait. Je ne sais pas si Camille Boutron, vous voulez rebondir ou je prends une autre question. D'accord, très bien. Il y a plusieurs questions sur des aspects opérationnels également. Il y a une question d'un participant sur le fait que donc en France, les femmes sont intégrées de façon homogène dans les bataillons, dans les armées, mais que dans d'autres pays comme en Israël ou également aux États-Unis, on a des groupes entièrement constitués de femmes, notamment les Female Engagement Teams au sein des Marines, où c'est que des femmes. Est-ce que voilà, ça a un intérêt opérationnel? Est-ce que c'est quelque chose de souhaitable qu'il faudrait mettre en place? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce modèle? Je vais juste me permettre de donner des éléments de réponse. En fait, les Female Engagement Team, c'est quand même pas beaucoup ça reste assez anecdotique, il me semble, en termes de chiffres et de statistiques. Les premiers, ils ont été mis en place en Afghanistan puisque l'armée américaine s'est rendue compte que pour pouvoir collecter des données de renseignement auprès des femmes dans les populations locales, entre autres, c'était quand même plus facile quand il s'agissait de femmes. Elles étaient, voilà. Ensuite, ça s'est développé, on pourrait en revenir, mais en fait, une connaissance des rapports de genre dans les sociétés dans lesquelles les armées interviennent, qui forment le cadre du champ opérationnel, est un véritable plus, en fait. Mais on n'a pas forcément besoin d'être une femme pour le comprendre, par contre. Et donc, ces Female Engagement Team, c'est finalement quelques femmes. Et c'est notamment parce qu'ils ont commencé à déployer des femmes sur le terrain, ce qui n'était pas vraiment prévu, que le fameux combat ban a été levé aux États-Unis. Parce qu'en fait, le constat était fait que les femmes étaient déjà en opération, puisque jusqu'en 2012-2013, les États-Unis avaient une barrière, les femmes n'avaient pas accès au combat. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'accès au combat, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni plus récemment, le Canada, il me semble, il y a très très peu de pays qui ont vraiment soulevé toutes les barrières. Et nous en faisons farci. Je me permets cette nuance. Donc c'est assez peu. Les Suédois notamment, alors ça c'était dans le cadre de la coalition, toujours en Afghanistan, eux ils ont fait des bataillons, enfin des sections, voire même des groupes, c'est petit,
mixtes et de femmes, mais aussi dans le cadre d'opérations civilo-militaires. Donc ça, c'est plutôt du personnel qui est mobilisé dans des opérations d'influence. On n'est pas des opérations de combat, de chasse, voilà. Et c'est pas beaucoup de militaires. La question, je ne suis pas sûre que ce soit de se dire si c'est souhaitable ou pas. C'est une stratégie, voire même une tactique qui a été mobilisée à un moment donné, que l'armée française a aussi fait de façon peut-être moins officielle, moins systématique aussi. Enfin voilà, donc, enfin, on n'est pas passé au travers de ça. Après, là où c'est intéressant, c'est au niveau de quand on s'interroge sur la formation de ces dynamiques et surtout leur à partir de quel moment ce qui était une tactique va devenir une éventuelle stratégie réplicable. Et là, par exemple, les Norvégiens, ils sont assez connus pour avoir des forces spéciales non mixtes, pour en tout cas entraîner leurs forces spéciales non mixtes, donc c'est le Hunter Battalions, où ils ont un bataillon formé que de femmes, parce qu'ils se sont rendus compte, entre autres, que les femmes formées en non-mixité, pour des tâches extrêmement exigeantes, physiques, émotionnelles, de stress, tout ce que vous voulez, sont plus à l'aise entre femmes, enfin, libérées, entre guillemets, du regard des hommes, et donc sont au moins aussi performantes physiquement que leurs homologues masculins, alors que mélangées, elles ont tendance à rester un tout petit peu en dessous. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas forcément de bonne recette, mais qu'en effet, il y a tout un ensemble d'initiatives et de tests qui ont été faits qui montrent bien qu'on est dans un vrai débat qui mérite d'être approfondi au niveau justement d'opérations mixtes, non mixtes. Est-ce qu'il faut avoir des bataillons de femmes ou pas? Bon, voilà. C'est pas juste du folklore, quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Un conseil pour ceux qui posent des questions, essayez de poser des questions un peu courtes parce que si elles sont trop longues, là, quand elles font 15 lignes, je ne peux pas les lire. Donc voilà, privilégier les questions courtes. Il y a une question qui est d'une certaine façon liée sur le commandement, les conséquences. Est-ce que c'est un impact commandement par une femme? Je ne sais pas, peut-être que capitaine Luchet, vous aimeriez répondre à cette question? En fait, j'ai jamais été commandée par une femme, alors je sais pas, mais juste sur la question précédente, en fait, il me semble que l'enjeu de la diversité, c'est d'avoir plus d'idées pour faire face à l'environnement. Donc, et d'avoir des idées un petit peu plus différentes, parce que quand on se ressemble tous et qu'on se met tous ensemble, on a souvent les mêmes idées. Alors que quand on a des gens qui ont vécu des choses un petit peu différentes, on va avoir une exploration de l'espace des possibles qui est plus étendue. Donc moi, je serais pas a priori une grande fan d'avoir des espaces ségrégés. Et pour les commandements par les femmes, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est vrai que alors, ça fait 20 ans que je suis dans l'armée de l'air, donc j'ai des amis qui se sont retrouvés à certains postes où ils ont eu à faire face à certains problèmes où des femmes étaient impliquées. Et c'était en tout cas intéressant parce que le fait d'en discuter, et donc, enfin, on sentait qu'il y avait certaines choses qu'ils n'avaient pas envisagées comme moi je pouvais les envisager. Alors, est-ce que c'est parce que je suis une femme ou est-ce que c'est parce que je suis moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça peut amener des corrections de certaines pratiques, peut-être, ou vous savez, le sempiternel, en réunion, on appelle tout le monde par son nom et puis on appelle l'officière qui est là par son prénom. Enfin bref, ça c'est pour parler des choses un petit peu anecdotiques, mais sur des choses un petit peu différentes, sur la différence de traitement. Peut-être que si on avait un petit peu plus de femmes en poste de commandement, on aurait moins de différences de traitement et ça lisserait un petit peu certains comportements. Mais à voir. Oui, tout à fait. J'ai une question qui est plutôt destinée à Camille Boutron, je pense, donc je vais lire la question. La sociologie des femmes dans les armées est-elle similaire à celle de leurs collègues masculins? Et entre parenthèses, il est précisé origine sociale, niveau de qualification. Est-ce que on retrouve la même
diversité sociale chez les hommes comme chez les femmes au sein des armées? Si vous savez. C'est une excellente question à laquelle je ne suis malheureusement pas vraiment capable de répondre, hein, ou là je manquerais réellement d'éthique scientifique, puisque moi, dans ma recherche plus précisément, ce que j'observe, c'est comment le BINARM met en œuvre l'agenda Femmes, Paix et Sécurité que je mentionnais tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est un aspect plus opérationnel et moins stat. Après, je pense que la réponse est là. Donc là, je vais parler en termes d'hypothèse. Et je me ferai éventuellement taper sur les doigts par mes copanélistes si c'est complètement tordu par les cheveux. Mais je pense que la diversité est à peu près la même chez les hommes et les femmes, mais que franchement, c'est une question qui est très intéressante et qui mériterait d'être observée par grade déjà, et peut-être par espace géographique et puis par âge. Bon, bref. D'une part, là, ça y est, c'est la sociologue en moi qui commence déjà à faire une pension en tiroir. Et l'autre aspect, c'est que à la fois, donc oui, mais en même temps non, puisqu'elles sont quand même beaucoup moins nombreuses. Et que du coup, mathématiquement parlant, ce n'est pas possible de représenter la même diversité en étant une proportion tellement plus petite. Ce qui rend la question d'autant plus pertinente et intéressante, mais malheureusement, je ne suis pas vraiment à même d'y répondre. En revanche, j'ai l'impression, par exemple, en tout cas, les quelques femmes qui avaient fait Saint-Cyr, avec qui j'ai pu discuter, beaucoup d'entre elles ne venaient pas de milieu militaire forcément, alors que beaucoup d'hommes viennent de familles de militaires. Donc, il y a un attrait peut-être pour la fonction d'officier, enfin voilà, que peut-être qu'il y a des petites différences. Mais franchement, ça mériterait d'une enquête, d'une vraie enquête, de récolter des données que malheureusement, là, je n'ai pas pour dire solidement quelque chose. Ce que l'on sait, c'est que les jeunes qui s'engagent ont souvent un lien, c'est très précisément ce que disait Camille, ont un lien avec l'institution, soit un lien familial, soit un lien amical, quand on les interroge. Et c'est vrai qu'il faudrait sans doute faire une enquête genrée sur les motivations qui ont été très fortes, en particulier après 2015, pour l'engagement de jeunes femmes, quel que soit le grade. Mais la présence de liens familiaux et je crois que c'est un jeune sur 5 a un membre de sa famille dans l'armée, ce qui d'ailleurs pose d'autres problèmes en termes d'ouverture de l'institution. Merci beaucoup. On a une question qui, je pense, vous est plutôt adressée à Madame Tourniol-Duclos, c'est sur la fidélisation que vous avez mentionnée dans le plan mixité. Comment s'assurer de cette fidélisation des femmes une fois qu'elles sont rentrées dans les armées? Alors, il y a d'une part le rôle de la hiérarchie directe. Je pense en particulier là où on a beaucoup de turnover, qui est l'armée de terre. Et effectivement, c'est de la responsabilité du jeune lieutenant ou du sous-officier de s'assurer que qu'il ou elle reste, hein, puisque on a quand même pas mal de démissions dans les 3 premiers mois. Après, c'est d'assurer l'accompagnement tout au long de la carrière et de trouver des solutions quand il y a un sujet. 60% des femmes militaires qui vivent en couple vivent avec un autre militaire. Ce qui pose des problèmes de double carrière, de c'est toi, c'est moi, etc. Et c'est une dimension qui, par exemple, est très bien prise en compte par la gendarmerie, donc on pourrait mieux s'inspirer, et qui commence à être prise en compte par les DRH d'armée. Moi, je suis la DRH groupe, hein, vraiment au-dessus, mais c'est un sujet qui commence à être pris en compte par les DRH d'armée. Et puis après, c'est ce que disait la capitaine Buchet, c'est effectivement d'avoir des rôles modèles, des exemples où on dise oui, c'est possible, ne réfléchis pas, vas-y, passe le concours, passe ton brevet et reste.
On a aussi, alors pour les spécialités très très pointues, on a un dispositif de prime de lien au service, mais qui là concerne aussi bien les hommes que les femmes, qui est une incitation financière à ce que les personnes restent, quel que soit leur sexe. Mais comme je vous le disais en entrée, les femmes officiers restent en moyenne 12 ans de moins et les femmes sous-officiers 4 ans de moins. Donc en termes de carrière, on ne les retrouve pas hein, pour nommer du colonel ou du général. Si elles partent quand elles sont commandants, voilà, on perd des femmes. Et pour la petite histoire, c'est ce qui m'avait conduit d'ailleurs à fonder une association lorsque j'étais jeune haut fonctionnaire, c'est que je faisais déjà des RH et que je voyais que les filles brillantes partaient du ministère où j'étais, qui était Bercy, parce que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'elles restent. Donc, il faut éviter que les talents s'en aillent, quel que soit leur sexe d'ailleurs. Oui, tout à fait. Peut-être pour compléter cette question, il y a une autre question qui est liée. Après, je ne sais pas si ça mérite de développer davantage, mais la question c'est est-ce que vous faites, alors je recite l'expression, un benchmark avec ce qui est fait dans le privé pour vous en inspirer et en tirer les meilleures pratiques? Oui, c'est ce qu'a fait. Alors, on a le dossier est suivi chez nous par la contre-amiral Anne de Mazieux, et c'est ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été voir les grands groupes du secteur privé pour voir comment ils géraient, par exemple, les détachements à l'étranger ou l'image, parce que le branding en quelque sorte hein, d'une institution, l'image de l'institution aussi joue pour beaucoup. On se demandait si les filles ont envie d'y aller ou pas. Effectivement, après une série d'articles sur les traditions à Saint-Cyr, et on voit tout de suite ce que ça veut dire, on a eu l'année suivante beaucoup moins de femmes à Saint-Cyr. Donc, qui ont présenté le concours et qui ont choisi d'y rester. Donc oui, on regarde ce qui se fait dans le secteur privé, bien évidemment, voire dans les autres armées aussi. Après, si je peux me permettre sur la comparaison sur le secteur privé, puisqu'actuellement je fais un executive MBA, je veux dire, j'ai pas le même salaire que mes camarades de classe. Et donc forcément, ça pose un souci de gestion de la garde des enfants, parce que ça a un coût et que ce coût, ce surcoût, il n'est pas supporté par. Enfin, elles ont des facilités pour avoir, moi notamment, quand j'étais à Nancy, il me fallait une fille au pair parce que c'était pas gérable de faire vol de nuit jusqu'à 2 h du matin et que ma fille, elle dorme chez la nounou et que donc la question du salaire, c'est déjà quelque chose qui sera difficile à régler. Et le deuxième problème, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que c'est pas vrai partout et encore une fois, faut nuancer. Mais moi, je peux difficilement décider de caler un rendez-vous médical à 15 h alors que je sais que je vais perdre moins de temps dans les transports pour avoir le rendez-vous. Enfin bref, que je vais pouvoir gérer la chose de manière plus efficace. Et après, de travailler le soir de 20 à 22 h. Nous, on n'est pas câblés comme ça. Alors que dans le privé, c'est plus flexible de ce point de vue-là. Et ça aussi, parce que notre activité, elle est parfois réglée par les opérations et qu'il y a de la coordination entre différents moyens et qu'on ne peut pas dire, là, je pars à 15 h. Et donc, rapidement, ça s'oppose. Alors, tout à fait vrai, les rémunérations sont effectivement très éloignées du secteur privé. Hein. Le 1% des salariés le mieux payés en France gagne plus de 18 000 € net par mois. Le 1% des fonctionnaires les mieux payés est à 9 000 € net par mois. Donc, on a un rapport, même pour les mieux payés, de 1 à 2. Les beautés du secteur public. Par ailleurs, nous, on a essayé de faire très modestement avec les moyens qui sont les nôtres, c'est le plan famille et d'ouvrir des crèches, mais ça ne résout que le problème de la petite enfance de 0 à 3 ans. Après, tout ce qui est périscolaire,
c'est effectivement difficile de mettre des choses en place. Alors on essaye, là on va essayer de signer une convention avec une société pour les gardes au dernier moment, et on essaye d'innover avec les moyens qui sont les nôtres, mais il est certain que nous n'avons pas les mêmes possibilités que le secteur privé. Je pense que je vais encore prendre deux questions parmi toutes celles qu'on a, donc je vais vous en proposer quelques-unes. Il y a à plusieurs reprises un point qui est revenu, c'est qu'est-ce qui se passerait si demain, comme on féminise davantage les armées, il y aura forcément plus de pertes de femmes en opération extérieure. Et d'ailleurs, ça a récemment été le cas. Et des participants posent la question, est-ce que ça risque pas de choquer davantage l'opinion publique? Est-ce que cette question se pose ou est-ce que une perte, c'est une perte comme une autre, que ce soit un homme ou une femme, ça reste un militaire, un soldat? Est-ce que la question mérite d'être posée? Si je peux me permettre un petit... Bien sûr. On a perdu la capitaine Audrey Michelon en 2019. On a perdu Marjorie Cocher dans l'armée de l'air, je parle, à Albacete. Je pense pas que ça a été plus tragique que le décès du capitaine Chérier en même temps qu'Audrey, et que les 8 autres hommes qui ont perdu la vie à Albacete. J'ai pas l'impression que ça accentue le drame humain déjà, d'une manière objective, et d'une manière purement en se plaçant du côté de l'opinion publique, j'ai pas l'impression que ça ait plus choqué que ce soit une femme qui perde la vie. Les cérémonies dans la cour des Invalides, ça reste un moment très douloureux pour l'ensemble de la communauté. Nous, on le ressent souvent, on connaît des gens qui connaissent, ou ça peut être d'anciens collègues, et là, que ce soit un homme ou une femme, on ressent la même chose. On pense aux familles, et voilà. Mais je pense pas qu'il y ait une vraie différence. En revanche, ça reste, pour moi qui viens d'autres ministères, ça reste toujours un moment quand même très émouvant, et on mesure la responsabilité d'envoyer des jeunes gens aussi jeunes pour la France perdre la vie. Tout à fait. Peut-être une autre question qui est posée par le public. Tout à l'heure, on a mentionné donc les Female Engagement Teams et l'intérêt que ça représentait en matière de renseignement. Alors la question, c'est quelles sont les fonctions dans lesquelles les femmes sont entre guillemets plus compétentes que les hommes ou apportent une vraie plus-value par rapport aux hommes dans les armées? C'est une question difficile. Mais... Alors, c'est une bonne question. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que disait le capitaine Buchet sur le fait qu'en fait, la diversité, elle permet d'avoir plus d'idées et donc d'être plus efficace face aux problèmes. Donc là, en fait, c'est même pas tellement une question que d'hommes et de femmes, c'est une question de diversité. Et là, on élargit le débat encore. Donc, au-delà des fonctions, à partir du moment où on est sur cette idée-là, ben, c'est évident de ce que les femmes peuvent apporter. Est-ce qu'on peut parler de fonctions spécifiques? Alors, c'est un peu embêtant parce que, bien sûr, d'ailleurs, les Female Engagement Teams, ils sont nés de l'expérience empirique. Donc, du coup, écrire à l'avance une doctrine sur un usage qui serait spécifique et utile et tactique des femmes à l'avance, avant même d'expérimenter, c'est un peu compliqué. On est justement là, typiquement, je pense, dans des pratiques qui se construisent à partir du terrain et de l'expérience.
Donc là, à l'avance, citer une série de types de fonctions et de services dans lesquels les femmes excelleraient, ce serait un petit peu compliqué. L'autre aspect, c'est aussi de se dire, c'est vraiment cet argument de l'efficacité opérationnelle est réel, il est à la fois problématique. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, il essentialise les femmes. C'est-à-dire que les femmes militaires ne sont désirables sur le champ de bataille en tant que femmes. Mais peut-être aussi parce qu'en fait, elles ont les compétences pour être là où elles sont, femmes ou pas. Là où il y a eu des female engagement teams, c'est parce qu'en fait, les armées américaines, notamment dans ce cas, elles se sont confrontées à une population qui avait une façon de fonctionner, qui a demandé une adaptation aux armées américaines, et qui l'a fait de cette façon. Alors, du coup, c'est un argument qui à la fois est vrai, puisqu'on a une différence de socialisation, les genres se construisent, et donc du coup, forcément, les femmes dans les armées, elles vont amener d'autres visions, éventuellement d'autres compétences, mais pas parce qu'elles sont biologiquement programmées pour, mais parce que c'est le résultat de toute une histoire de socialisation. Et donc, attention à ne pas les figer dans certains rôles, et du coup, à prendre cette excuse pour les laisser à certaines places, et puis qu'elles ne viennent pas non plus trop qu'elles viennent pas trop non plus déranger le reste là-haut, comment ça fonctionne. Je me permets du coup de dire que cet argument, c'est avec celui de l'égalité professionnelle, les deux majeurs en fait qui plaident pour la féminisation des armées, puisque en dehors de l'efficacité opérationnelle qui est du coup soulevée par cette question, l'autre argument majeur mobilisé pour plaider la cause de la féminisation des armées, en gros, c'est celui de l'égalité professionnelle au travail. Et du coup, là, on est dans un cadre plus juridique. Et un argument qui est plus volontiers d'ailleurs porté depuis le monde civil sur le monde militaire, alors que l'argument de l'efficacité opérationnelle, il est souvent interne aux armées. C'est souvent des pros, des champions genre ou des acteurs à faveur de la féminisation interne qui vont aller. L'argument juridique, pour le coup, il n'est pas du tout essentialiste. On pourrait dire, ah super, pour le coup, on est dans l'égalité. Sauf qu'en fait, il fait quand même l'impasse sur la spécificité du métier militaire qui vient avec certaines contraintes et une réalité de terrain, on vient de le mentionner, qui n'est pas contournable d'un revers de main. Et donc voilà, donc on a deux arguments un peu problématiques. Un qui essentialise et fige, et l'autre qui quand même veut plaquer un certain nombre d'idées et de concepts sur un monde avec qui ça ne fonctionne pas. Et du coup, il y a quand même une troisième voie aussi par rapport à la féminisation des armées, à avoir vraiment des femmes dans le domaine opérationnel, à ce qu'elles soient capables de commander, de prendre des décisions, de faire évoluer les doctrines militaires, c'est-à-dire d'être assez nombreuses et puissantes pour réellement prendre leur part en tant qu'agentes dans les armées et pas seulement en tant qu'actrices, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ces questions-là, en fait, elles se posent sur, finalement, c'est quoi les armées d'un grand pays démocratique comme le nôtre, en tout cas, c'est comme ça qu'on se présente sur la scène internationale, vis-à-vis des enjeux de défense, d'enjeux quand même qui vont devenir énormes avec les années, entre le coronavirus, le changement climatique, le terrorisme, enfin je veux dire, on est quand même face là à une pluralité d'enjeux énormes, et du coup, je pense que la question des femmes dans les armées, elle pose aussi quelle armée on a quand on se présente comme un pays démocratique qui défend certaines valeurs, et il faut donc du coup des armées qui ont le visage de ça. Et la féminisation, c'est aussi ça. C'est pas que l'efficacité opérationnelle ou appliquer les lois d'égalité professionnelle homme-femme. Et du coup, c'est quand même aller un petit peu plus loin dans la réflexion sur c'est quoi la défense, comment la France, elle aborde la défense, comment on identifie des menaces, comment on y répond, etc. Quel exemple on donne, quoi. J'ai profité de cette question pour placer ce point qui me tient à cœur. Je vous remercie. Non, c'est une réflexion très intéressante et qui mériterait d'être approfondie. Je ne sais pas si vous voulez rebondir avant que je clôture cette vidéoconférence. C'est marrant parce que pendant que Camille Boutron parlait, je notais mes idées là-dessus et je disais en fait il y a deux approches. Il y a une approche opérationnelle sur un ensemble d'aptitudes et de qualités que vous allez rechercher chez un combattant. Les gens seraient pas une courbe de gosse. Vous avez besoin d'avoir 100 personnes. Si au lieu d'avoir 10% des meilleurs, si vous prenez que les hommes, vous prendrez le top 5% si vous prenez des hommes et des femmes. Donc ça, c'est ma vision très pragmatique du truc. Et après, vous avez la question éthique. C'est-à-dire, si je dis que je prends 100 personnes qui représentent 10% des meilleurs chez les hommes et que j'ai aucune femme, pourquoi? Et est-ce que la raison, elle est défendable d'un point de vue éthique ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Et auquel cas, est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire pour essayer de changer les choses?
Moi, j'apprécie énormément le volontarisme du ministère de la Défense, de la DRHMD. Franchement, je suis pas là. Ils m'ont pas payé pour que je dise. Les quotas. Pourquoi au début, moi j'étais contre parce que ça pose la question de la légitimité et qu'on se dit bah je suis là parce qu'il y a des quotas. Le problème c'est qu'on voit qu'on a enlevé des quotas et que la place elle n'a pas été faite quand même et qu'on nous l'a pas laissée pour des questions qui sont comme Camille Boutron l'a dit plus implicites dans notre façon d'organiser le travail, d'avoir nos perceptions, nos représentations des gens. Et donc cette politique volontariste elle est nécessaire et ces questions philosophiques pour moi elles sont nécessaires. Oui, puis le lien armée-nation, hein, avoir effectivement, on l'a tous dit, une armée qui soit aussi à l'image de ce qu'est la nation. Donc, la moitié, plus de la moitié des Français sont des femmes et une diversité très grande dans ces composantes, ce qui est vrai. Hein, on a beaucoup d'ultramarins qui sont dans nos rangs. Pas suffisamment d'ailleurs de généraux ultramarins, j'en connais qu'un, il y en a peut-être d'autres, mais c'est un peu le même sujet. Il faut qu'on soit à l'image, on sera d'autant plus crédible et d'autant plus une armée démocratique qu'on sera à l'image de ce qu'est notre nation. Après, je pense que l'évolution elle est positive, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand on me proposait des choses pour la journée de la femme, c'était des manips pot de fleurs. Hein. Maintenant, on fait 1h30 de débat organisé par l'IRIS où on creuse les questions. À l'époque, on nous sortait, on disait ah, regardez, un peu comme si on était aux zoo, on a des femmes, c'est super, et puis on nous rangeait quoi. Donc, je pense que l'évolution, elle se fait. Bon, je suis ravi que ce soit comme ça maintenant et j'espère qu'on continuera à débattre de ces questions. Voilà, malheureusement, il est déjà 20h. C'était vraiment un plaisir d'animer cette table ronde. J'espère que ça a intéressé le public. Je pense que c'est le cas. On était plus de 300. Donc, je pense qu'il y a une vraie demande de la part des personnes pour ce sujet. Je tiens à remercier tout particulièrement nos trois intervenantes pour leur intervention, pour leur dynamisme dans leurs réponses, et puis également, bien évidemment, UNEO, grâce à qui on a organisé cette vidéoconférence, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, je vous remercie tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à toutes et tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci.